général au module communication. Donc, on va voir quels sont les différents chapitres de ce module, ainsi que quelques explications sur les modalités de ce module. Donc, quels sont les objectifs principaux de ce cours? Donc, il y a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de présenter les différentes méthodes nécessaires pour conduire les principales actions de communication en anglais. Dans un deuxième objectif, on va donner confiance à l'étudiant pour aborder l'anglais scientifique écrit dans ses diverses formes et genres. Dans cet objectif, via ou à travers l'étude ou l'analyse de certains textes scientifiques, on va essayer d'apprendre l'anglais scientifique écrit. Comme troisième objectif, on va donner également confiance à l'étudiant pour s'exprimer à l'oral en anglais. Vous êtes appelé un jour à participer dans des réunions ou à participer dans des exposés. Donc, à travers ces exposés, en s'exprimant en anglais, petit à petit, vous pouvez acquérir la compétence de s'exprimer à l'oral en anglais. On va essayer également d'atteindre l'objectif d'éveiller à certains aspects linguistiques et phonétiques de l'anglais scientifique. Linguistique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va comprendre la formation de certains mots en anglais et plus précisément de certains mots scientifiques en anglais. Et phonétique, ça veut dire quelle est la prononciation correcte de certains mots scientifiques en anglais. On va également présenter les outils élémentaires à la communication scientifique en anglais. Les outils, bien sûr, on a différents outils. Des outils écrits, un ensemble de textes, des vidéos. On a également la participation à des exposés. Donc, tous ces outils nous permettent d'acquérir une compétence en anglais écrit et oral. Quel est le contenu de cette matière? Donc, dans un premier chapitre, on va voir le renforcement des compétences linguistiques. Les compétences linguistiques, c'est l'ensemble de la terminologie en anglais, et plus précisément en anglais scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire terminologie? C'est l'ensemble des termes utilisés en biologie. Le renforcement des compétences linguistiques se fait également par l'apprentissage des préfixes et des suffixes communs les plus utilisés en biologie. Elle s'acquiert également par l'apprentissage de différents synonymes et des antonymes ou opposés de certains mots. Dans un deuxième chapitre, on va voir les méthodes de la communication. Dans un troisième chapitre, on va voir deux sortes de communication, à savoir la communication interne et externe. Quelles sont les techniques de réunion, les techniques pour participer à une réunion ou pour préparer ou faire une réunion. Et enfin, le cinquième chapitre traite sur la communication orale et écrite. Abordons le premier chapitre qui est le renforcement des compétences linguistiques. Donc, ce renforcement se fait en premier lieu par l'acquisition d'une terminologie scientifique. Comme je l'ai déjà dit, la terminologie, c'est l'ensemble des termes dans un domaine, par exemple les sciences de la nature ou de la vie, dans une discipline particulière, par exemple la biologie, dans une spécialité particulière, par exemple la biochimie, la microbiologie, la parasitologie ou la biotechnologie végétale. Pour acquérir cette terminologie scientifique, il existe plusieurs méthodes, on va les voir. La méthode la plus efficace dans l'acquisition de cette terminologie, c'est tout d'abord d'acquérir les termes généraux dans un domaine.
par exemple, dans le domaine de la biologie, on va acquérir tout d'abord tous les termes qui se trouvent en commun dans toutes les spécialités. Par exemple, les mots civil, les mots biologie, les mots vie, life, etc. Après, petit à petit, on peut s'initier plus facilement aux différents termes des spécialités. Pourquoi? Parce que c'est à partir des termes généraux d'un domaine qu'on a pu former les termes de la spécialité. On va voir un exemple. Par exemple, à partir du terme commun biologie, qui se trouve dans toutes les spécialités, on peut former un terme de spécialité qui est la microbiologie. Donc, en ajoutant le mot microbiologie, on a formé un mot à partir du mot général biologie. La terminologie scientifique s'acquiert donc par une lecture permanente des textes scientifiques traitant de la spécialité et la traduction des mots les plus difficiles à l'aide d'un dictionnaire anglais-français. Donc, pour pouvoir apprendre l'anglais scientifique, il faut la lecture permanente des textes scientifiques. Essayez par exemple chaque jour de lire un paragraphe ou, si je peux, de lire un texte scientifique, de relever les mots scientifiques les plus difficiles et à l'aide d'un dictionnaire de traduire ces mots. Donc, petit à petit, on va enrichir son langage scientifique. La terminologie scientifique s'acquiert également par la compréhension d'un paragraphe dans un texte scientifique permet de se rapprocher du sens d'un mot sans consultation d'un dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans certains cas, on se trouve en face d'un texte scientifique et on n'a pas le dictionnaire. Le dictionnaire n'est pas disponible. Par exemple, dans un examen, on n'a pas le dictionnaire en main. Comment on peut comprendre le sens des mots scientifiques qu'on ne connaît pas? Donc, en comprenant le sens général du paragraphe dans lequel se trouve le mot difficile, on peut se rapprocher du sens du mot scientifique difficile. Donc, la compréhension du paragraphe permet de situer, de se rapprocher du sens du mot scientifique difficile sans consulter un dictionnaire. L'acquisition de la terminologie scientifique se fait également par entendre quelle est la prononciation exacte du mot scientifique. Par exemple, en participant à un exposé, en participant à une réunion, en regardant un documentaire scientifique ou un journal télévisé ou un film, on peut, à partir lorsqu'on entend la prononciation de ces mots, on peut apprendre facilement quelle est la prononciation exacte de ces mots. L'acquisition du langage scientifique se fait également par l'exposition d'un travail scientifique. Donc, vous êtes appelé à faire des exposés en anglais. Donc, dans cette année, donc l'apprentissage se fait en ligne. Donc, vous êtes nombreux. Donc, il est difficile de faire des exposés individuels ou de groupes. Mais néanmoins, vous pouvez essayer, par exemple, dans d'autres modules dans lesquels vous participez en présentiel, de faire des exposés en anglais. Donc, cette exposition, en prononçant les mots, en parlant, petit à petit, on peut se familiariser avec le parler en anglais. On peut également acquérir le langage scientifique en entendant et en comprenant les exposés des autres. Donc, lorsque vous participez à un exposé d'un autre étudiant, en essayant de le comprendre, vous pouvez apprendre certains mots difficiles et les saisir. Enfin, lorsque l'exposé sera terminé, donc vous pouvez, à travers
poser des questions, ou de formuler et poser des questions. Donc, de cette manière, vous pouvez communiquer votre question à celui qui a fait l'exposé. Abordons maintenant quels sont les préfixes et les suffixes les plus utilisés en biologie, et plus particulièrement dans les différentes disciplines. Donc, le renforcement des compétences linguistiques se fait par l'acquisition des préfixes et des suffixes utilisés dans la composition des mots scientifiques en biologie. Pourquoi c'est important d'apprendre ces différents préfixes et suffixes? La raison est que un grand nombre de mots scientifiques en biologie sont formés par ajout de préfixes et de suffixes, grec ou latin. Donc, j'ai donné un exemple. À partir du mot général biologie, lorsque j'ajoute un préfixe micro, je forme un nouveau mot qui est la microbiologie. Donc, l'ajout d'un préfixe ou d'un suffixe à un mot ou à sa racine permet de modifier ou de préciser son sens. Le mot peut être un nom ou un verbe. On va voir des exemples. Commençons tout d'abord par le préfixe. Le préfixe, donc en anglais, c'est toujours préfixe. C'est une lettre ou un ensemble de lettres qui, lorsqu'ajoutées au début, je précise bien au début, donc je précise bien au début, à un mot ou à une racine, donc dire, d'un mot permet de former un nouveau mot ayant un sens différent. Ce préfixe permet de modifier le mot en différentes manières. Commençons par le premier exemple. Le préfixe permet ainsi de créer un nouveau mot dans un sens différent au sens du mot auquel le préfixe est attaché. Exemple, on a le mot possible, donc qui exprime la possibilité. Lorsque j'ajoute le préfixe, les deux lettres IM, donc je forme un nouveau mot qui est impossible. Donc on a un autre mot, ou là un nouveau mot. Donc à partir du mot possible, en ajoutant un préfixe im, on forme un nouveau mot impossible. L'ajout d'un préfixe permet également de donner un sens négatif au sens du mot auquel le préfixe est ajouté. Un exemple, le mot payment, payer, ou paiement, lorsque je lui ajoute le préfixe non, je forme un nouveau mot dont le sens est négatif au sens du mot payment. Donc on a payment. Pour former un autre mot, lorsque j'ai ajouté non, je forme un autre mot de sens négatif qui est non-payment. L'ajout d'un préfixe permet également d'exprimer une relation par rapport au temps. Un exemple, nous avons war, qui veut dire guerre, mais on n'a pas précisé lorsque cette guerre s'est-elle déroulée. Donc, war, lorsque je lui ajoute le préfixe pré, qui veut dire avant, je forme un nouveau mot qui est pré-war, avant-guerre. Donc, j'avais le mot war, la guerre, sans précision du temps, mais lorsque j'ajoute le préfixe pré, j'ai précisé que la guerre s'est passée avant. Donc, j'ai le nouveau mot pré-war. L'ajout du préfixe peut également exprimer une relation par rapport à une place. Par exemple, j'ai le mot terrestrial, ça veut dire terrestre, sur la Terre ou au niveau de la Terre. Lorsque je lui ajoute le préfixe extra, je forme un nouveau mot extraterrestrial, ça veut dire qu'il se trouve en dehors de la Terre. Donc le premier mot c'est terrestrial, sur la Terre. En ajoutant extra, on forme un nouveau mot extraterrestrial, ça veut dire en dehors de la Terre. Ici, j'ai précisé le rapport par rapport à une place. Enfin,
l'ajout d'un préfixe permet également d'exprimer une relation par rapport à une manière. Par exemple, j'ai le mot cook, cuit. Donc, cette chose est cuite, cook. Lorsque je lui ajoute le préfixe over, j'exprime la manière dans laquelle est cuite cette chose. Donc, j'avais le mot cook, cuit, ou l'adjectif cook, cuit. Lorsque je lui ajoute over, j'ai exprimé une manière dans laquelle la chose est cuite. Dans ce cas, la chose est trop cuite, over cook. Donc, de cook, j'ai formé le mot over cook. Passons maintenant au suffixe. De la même manière, donc le suffixe s'écrit en langue du suffixe. Donc, c'est une lettre ou un ensemble ou un groupe de lettres qui, lorsque ajouté à la fin d'un mot, donne lieu à un nouveau mot. Et de la même manière, l'ajout de ce préfixe permet de changer le sens ou de préciser le sens du mot à laquelle il est ajouté. Par exemple, l'ajout d'un préfixe permet de changer un verbe en adjectif. Exemple, nous avons le verbe to use, utiliser. Lorsque je lui ajoute le suffixe full, je forme un nouveau mot useful, en français utile, qui est un adjectif. Donc, à partir du verbe use, j'ai formé un adjectif useful. L'ajout du suffixe permet également de changer un verbe en nom. Donc, nous avons comme exemple le verbe gouverne. Lorsque je lui ajoute le suffixe ment, je forme un nom qui est gouvernement. Donc, à partir d'un verbe, j'ai formé un nom. Quels sont maintenant les différents préfixes et les suffixes utilisés en biologie? Donc, je vous ai déposé en ligne un PDF dans lequel vous pouvez trouver les différents préfixes et suffixes utilisés en biologie. Donc, dans ce PDF, comme vous pouvez le voir, donc on a une liste de différents préfixes et suffixes en biologie. Donc, vous avez le préfixe et le suffixe, c'est des lettres ou un ensemble de lettres issues du grec. Vous avez dans une deuxième colonne leur sens. Par exemple, ici a le sens not or without. Sans, c'est la négation. Et vous avez un exemple, par exemple, à partir du mot typical, typique, lorsque je lui ajoute le préfixe a, je forme le mot atypical qui veut dire non typique. Donc, c'est la négation. Et un ensemble de d'autres mots. Donc, vous avez a, ab, etc. Donc, prenons un autre exemple. Par exemple, vous avez le préfixe be qui veut dire two or twice, deux. Donc, il a le sens de deux. Donc, lorsque j'ajoute ce préfixe à un mot, ça veut dire que je parle de deux choses. Et biceps. Seps, on a le mot seps. Lorsque j'ajoute bi, ça veut dire on a deux seps. Bifocal, donc on a le mot focal. Lorsque je lui ajoute b, donc bifocal de focal, etc. Bio, ça veut dire la vie. Lorsque je lui ajoute au mot logis, logis, ça veut dire si c'est un discours. Donc, c'est un discours qui parle de la vie. C'est un discours de la vie, etc. Donc, passons maintenant
aux synonymes et aux antonymes. Le renforcement des compétences linguistiques se fait également par l'acquisition des synonymes et des antonymes des mots. Qu'est-ce que ça veut dire un synonyme? Synonyme, ça veut dire en arabe moradif. Ça veut dire un mot qui a le même sens ou presque le même sens qu'un autre mot dans la même langue. Exemple, le mot small ou les mots small et little sont des synonymes. Small et little expriment la même idée qui est petit. Donc, on peut utiliser pour exprimer l'idée petit, on peut utiliser small comme on peut utiliser little. Donc, small et little sont des synonymes. Maintenant, ce qui concerne les antonymes ou opposés, en anglais c'est antonyme ou opposite, c'est un mot dont le sens est complètement contraire à un autre. Donc, en prenant un exemple, on a le mot light. Le mot light en français, on peut le traduire par lumière. Donc, quel est le contraire de lumière? C'est sombre, dark. Donc, l'antonyme ou l'opposé de light, lorsqu'il veut dire lumière, c'est dark. Mais light peut également exprimer léger. Il y a des choses, par exemple, light, elle exprime l'idée qu'elle est légère. Donc, light, léger. Son opposé, c'est heavy, lourd. Donc, dans cet exemple, le mot light a deux antonymes. Lorsqu'il exprime l'idée de lumière, son opposé, c'est dark, sombre. Lorsqu'il exprime l'idée léger, son opposé, c'est heavy, lourd. Maintenant, dans la suite de ce chapitre, on va faire l'analyse et l'étude de quelques textes biologiques relatifs à la spécialité. Donc, dans chaque spécialité, j'ai essayé de vous donner un texte scientifique. À partir de ce texte scientifique, on va voir en premier lieu la lecture de ce texte et relever quels sont les mots difficiles qu'il faut traduire. Donc, à partir de l'étude de ce texte, on va essayer d'apprendre dans chaque séance des mots nouveaux. Dans un premier lieu, on va essayer de comprendre le texte. En comprenant l'ensemble des mots, des termes utilisés dans ce texte, on peut le comprendre. La compréhension de ce texte est vérifiée par un ensemble de textes, un ensemble de questions. Donc, on va poser un ensemble de questions. Si l'étudiant a compris le texte, donc il peut répondre à ces questions. On va essayer également, à partir de l'analyse de ce texte, de relever quels sont des mots qui contiennent des préfixes, quels sont les mots qui contiennent des suffixes, ou quels sont les mots qui contiennent en même temps des préfixes et des suffixes. Et enfin, à la fin, on va choisir un paragraphe de ce texte et on va essayer de le traduire. Commençons maintenant par le premier. On va voir un premier texte. Donc voilà. Le premier texte intitulé Comprendre un texte scientifique. Donc je commence par la lecture. From earliest history, man's experienced a vague sense that unseen force or poisonous vapors emanating from decomposing matter could cause disease. Donc ici,
Donc, je répète, from earliest history, donc j'essaie de faire la traduction. Donc, from earliest history, à partir de l'histoire reculée ou ancienne. Earliest, ça veut dire reculé, hein, dans le passé. Donc, à partir de l'histoire ancienne, humans experienced, les humains ont expérimenté un vague sens, ont expérimenté un sens vague, ont expérimenté un sens flou. Vague ici, ça veut dire flou, hein, qui n'est pas défini. Qu'est-ce que ça veut dire ce sens? That unseen forces. Forces, ça veut dire force. Unseen, elle est issue du verbe seen, voir. Lorsque j'ajoute le préfixe n, on forme le mot unseen qui veut dire non vu. Donc des forces non vues, des forces qu'on ne peut pas voir. Or, poisonous vapors. Or, ou des vapeurs poisonneuses. Des vapeurs poisonneuses. Emanating, emanating, ça veut dire émanant ou issu, تخرج, from decomposing matter. Émanant ou issu à partir de la matière en décomposition. Could, ça veut dire pourrait, causer des maladies. Donc on répète, à partir de l'histoire ancienne, les humains ont expérimenté un sens vague que des forces cachées ou des forces non vues ou des vapeurs poisonneuses émanant à partir de la matière en décomposition pourraient causer des maladies. Donc, dans l'histoire ancienne, les humains avaient, tellement il n'y a pas de développement de la science, avaient des notions vagues sur certaines forces, sur certaines maladies. Ils croyaient que les maladies sont issues de certaines forces qui sortent de la matière en décomposition. C'est cette notion qu'ils avaient avant le développement de la science. As the study of microbiology became more scientific and the invisible was made visible, the fear of such mysterious vapor was replaced by the knowledge and sometimes even the fear of germ. Qu'est-ce que ça veut dire? As the study of microbiology, étant donné que l'étude de la microbiologie devient plus scientifique, donc lorsque l'étude de la microbiologie devient plus scientifique, and the invisible was made visible, et l'invisible est devenu visible, donc le développement de la microbiologie a permis de voir les microbes. Hein? Ils étaient invisibles, mais lorsque le microscope s'est développé, donc les microbes sont devenus visibles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? The fear of such mysterious vapor. La peur, fear ici, ça veut dire la peur. La peur de telles vapeurs mystérieuses, hein, de telles vapeurs mystérieuses, was replaced by the knowledge, a été remplacé par la connaissance. Donc, avec le développement de la microbiologie, le développement du microscope, donc la peur des vapeurs mystérieuses qui émanent de la matière en décomposition a été remplacée par des connaissances. Et sometimes, parfois, même
even veut dire même, et parfois même par la peur du germe. Donc, auparavant, dans le passé, on avait peur des vapeurs mystérieuses qui émanent ou qui sortent de la matière en décomposition. Maintenant, avec le développement de la science, on a remplacé cette peur par une autre peur qui est la peur des germes, la peur des micro-organismes. About 125 years ago, the first studies by Robert Koch clearly linked a microscopic organism with a specific disease. Donc, il y a environ 125 années, il y a environ, about, ça veut dire environ, 125 années, the first study, les premières études par le scientifique Robert Koch ont clairement linked, ça veut dire attaché, ça veut dire faire une relation, associé, link, ça veut dire association, linked, ça veut dire associé. Donc les études de Robert Koch ont clairement associé un organisme microscopique avec une maladie spécifique. Donc, les travaux de Robert Koch, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une relation entre un microbe et la maladie qu'il cause. Donc, chaque microbe, on a pu trouver quelle est la maladie qu'il cause. Since that time, since ici, ça veut dire depuis. À partir de, depuis ce temps, depuis les travaux ou à partir des travaux de Robert Koch, microbiologists have conducted a continuous search for disease-causing agents. Depuis les travaux de Robert Koch, depuis ce temps, les microbiologistes ont conduit des recherches continues sur les agents qui causent les maladies. Donc, je répète ce paragraphe. Il y a environ 125 années, les premiers travaux ou les premières études de Robert Koch ont clairement associé à chaque organisme microscopique une maladie spécifique. Ça veut dire que chaque micro-organisme microscopique cause une maladie spécifique. Depuis ce temps, les microbiologistes ont conduit des recherches continues pour associer à chaque agent la maladie qu'il cause. At the same time that abiogenesis was being hotly debated, a few budding microbiologists began to suspect that microorganisms could cause not only spoilage and decay, but also infectious disease. At the time, au temps, dans la période, ici on peut le traduire, dans la période ou au temps que abiogenesis. Qu'est-ce que ça veut dire abiogenesis? Genesis, ça veut dire générer, bio, ça veut dire al-hayat, a, ça veut dire la vie est issue, ou le khalq est issu, n'est pas issu de la vie. Abiogénésis, on a deux mots, on a
biogénésis, ça veut dire la vie qui est issue de la vie, issue de la vie, alors que abiogénésis, ça veut dire que al-khalq n'est pas issu de la vie. Was being hotly debated, a été chaudement débattu. Pour comprendre ce paragraphe, donc, dans le temps passé, il y avait deux hypothèses. Une première hypothèse dit que la vie est issue de la vie. Dans une deuxième hypothèse, qui est abiogénésis, elle stipule que la vie est issue de la matière organique. Donc, première théorie, qui est la biogénésis, dit que la vie est issue de la vie. Une autre théorie dit que la vie n'est pas issue de la vie, elle est issue de la matière organique en décomposition. Donc, pendant ce temps, la théorie qui dit que la vie est issue de la matière organique a été chaudement débattue. A few budding microbiologistes, few ça veut dire peu, microbiologiste ça veut dire microbiologiste, budding ça veut dire émergent, ça veut dire de jeunes microbiologistes. Donc quelques microbiologistes émergents ou bourgeonnants ont commencé to suspect ça veut dire suspecter, check that microorganism could cause not only spoilage and decay, but also infectious disease. Donc, ces microbiologistes jeunes ont suspecté que les micro-organismes ne causent pas uniquement la décomposition et le pourrissement, la décomposition et le pourrissement, mais elles causent également des maladies infectieuses. It occurred to this rugged individualist that even the human body itself was a source of infection. Ces microbiologistes, ils occurred ici, ça veut dire, il sait à ces individualistes robustes que même le corps humain lui-même était une source d'infection. Donc le corps humain lui-même était une source d'infection. Donc répétons ce paragraphe. Donc ce paragraphe veut dire que après les travaux de corps, certains microbiologistes ont mis en doute la théorie qui dit que la vie peut être issue de la matière organique en décomposition, abiogénésis. Et certains microbiologistes ont même dit que le corps humain peut être lui-même une source d'infection. Dr. Oliver Wendell Holmes, donc Dr. Oliver Wendell Holmes, un American physician, un médecin américain, ici physicien ça veut dire médecin, un médecin américain, observed that mothers who gave birth at home experienced few infections. Donc, il a observé que les mères qui donnaient naissance, birth ici c'est naître, donc qui donnaient naissance at home,
à la maison, expérimentez ou subissez peu d'infections. Donc, le médecin Olivier Wanderholms a observé que les mères qui accouchaient à la maison subissaient peu d'infections que les mères who gave birth qui accouchaient à l'hôpital. Donc, l'idée principale du docteur Holmes est que les mères qui accouchaient à la maison ont peu d'infections ou attrapé peu d'infections que les mères qui accouchaient à l'hôpital. Ça veut dire que à l'hôpital c'est une source d'infection. And the Hungarian Dr. Ignaz Semmelweis et le docteur de la Hongrie, Hungarian, ça veut dire de la Hongrie, Semmelweis, showed, ça vient du verbe show, ça veut dire montrer. Donc le docteur Semmelweis a montré quite clearly, clearly ça veut dire clairement, quite clearly, ça veut dire très clairement, a montré très clairement que women, que les femmes became infected in the maternity, que les femmes deviennent infectées à la maternité après leur examination par physicians, par les médecins. Coming directly from the autopsy room. Donc, les femmes deviennent infectées dans la maternité après leur examination par des médecins qui revenaient directement de la chambre d'autopsie. Qu'est-ce que ça veut dire ce paragraphe? Ce docteur Semmelweis a découvert ou a montré que les femmes deviennent infectées à la maternité lorsqu'ils sont traités par des médecins qui viennent directement de la chambre d'autopsie. Donc, le médecin effectue son autopsie dans la chambre d'autopsie et directement il va vers la femme pour l'accoucher. Donc, il lui apporte des germes de l'autopsie à partir du corps mort. Donc, en examinant le corps mort, il va apporter directement ces germes à partir du corps mort vers la femme qui va accoucher. Donc, l'idée de Semmelweis est que les médecins qui viennent directement de faire une autopsie, ça veut dire d'examiner un corps mort, lorsqu'ils viennent traiter directement les femmes enceintes pour les accoucher, donc ils les infectent. The English surgeon Joseph Lister, le chirurgien anglais Joseph Lister, took notice of this observation. A pris note, donc ce chirurgien anglais a pris note de ces observations, donc les observations de Semmelweis et de Robert Koch et des autres médecins. Donc, a pris note de ces observations, and was the first, et a été le premier, to introduce, et a été le premier à introduire les techniques aseptiques. Les techniques aseptiques. Aseptique, ça vient du mot sceptique, ça veut dire microbe, infecté par les microbes. Lorsqu'on ajoute A, ça devient aseptique, ça veut dire sans microbe, sans contamination. Donc, ce médecin, ce chirurgien a été le premier à introduire les techniques d'asepsie
aseptiques, ça veut dire les techniques utilisées pour éviter la contamination par les microbes. Aimed, ça veut dire, ça vient du verbe to aim, ça veut dire qui ont pour objectif, aimed, donc les techniques aseptiques qui ont pour objectif, dans le but, est de réduire les microbes in medical setting. Donc, l'objectif des techniques aseptiques, c'est de réduire les microbes dans les installations médicales. Setting, ça veut dire installation médicale, et de preventing wound infection, et de prévenir, éviter les infections dues au wound, ça veut dire blessure. Donc, éviter l'infection des blessures. Donc, lorsqu'on est blessé, en utilisant les techniques aseptiques, on peut éviter l'infection de la blessure. Listers, ça veut toujours ce médecin. Le concept de Lister of asepsis, le concept d'aseptie de Listers was much more limited than our modern precautions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le concept d'asepsie introduit par Lister a été limité par rapport à notre compréhension de notre concept. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de connaissances, on connaît beaucoup les microbes, comment ils font les infections, donc notre asepsie est plus moderne, notre technique ou nos techniques aseptiques sont plus modernes que les techniques utilisées par Listers. It mainly involved disinfecting the hand. Le concept de Listers, mainly, principalement, donc le concept de Listers involve, ça veut dire implique, donc involved, impliqué, principalement, mainly, ça veut dire principalement, la désinfection the hand, la désinfection des mains, et de l'air, la désinfection des mains et de l'air avec strong antiseptic chemical, avec des produits chimiques antiseptiques forts. Strong, ça veut dire fort. Donc, la désinfection des mains et de l'air avec des produits chimiques antiseptiques. Antiseptique, ça veut dire antimicrobe fort. Such as, tel que les phénols prior to surgery, avant de faire une chirurgie. Je répète, donc on a dit que le concept de Lister était plus limité que notre concept moderne. Lister, à l'époque de Lister, les techniques d'antisepsie, les techniques antiseptiques ou aseptiques consistent principalement à désinfecter les mains et l'air avec des produits chimiques antiseptiques forts, tels que le phénol, avant de faire la chirurgie. C'est uniquement ça, les techniques aseptiques introduites par Lister. It is hard for us to believe. It is hard for us to believe. It is hard, il est hard, difficile, for us, pour nous, to believe, c'est croire. Donc, il est difficile pour nous de croire
but as recently as the late 18, mais récemment que les dernières 1800, surgeons wore street clothes in the operating room. Donc, à cette époque, dans les dernières années 1800, les chirurgiens wore, ça veut dire porte, street clothes, ça veut dire des vêtements de la rue, des vêtements de tous les jours, dans les chambres d'opération. Je répète, maintenant, il est difficile de croire que à l'époque 1800, au début dernières années 1800, les chirurgiens portaient des vêtements de tous les jours dans les chambres d'opération, dans les salles d'opération. And had little idea, et avait peu d'idées, une idée minime, that hand washing was important. Et avait une idée limitée que le lavage, washing, des mains était important. Donc, je répète ce paragraphe. Maintenant, il est très difficile pour nous de croire que aux dernières années 1800, donc 1880, 1890, donc les chirurgiens portaient des vêtements de tous les jours lorsqu'ils effectuaient leurs opérations et avaient une notion très limitée ou une idée très limitée, une petite idée qu'il était important de se laver les mains avant de faire l'opération. Lister's technique and the application of heat for sterilization became the basis for microbial control by physical and chemical methods. Donc, les techniques de Lister et l'application de la chaleur, heat, pour la stérilisation. Donc, les techniques de Lister, on les a vues. C'est le lavage des mains. Et l'application de la chaleur pour la stérilisation deviennent les bases du contrôle microbiologique par les méthodes physiques. Méthode physique, ça veut dire la chaleur, et les méthodes chimiques, ça veut dire le phénol, par exemple, which are still in use today, qui sont still, ça veut dire qui restent en application. In use, ça veut dire en application, qui restent en application jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, on utilise toujours certains produits chimiques et on utilise la chaleur pour la stérilisation du matériel et du humain avant, qui sont la base du contrôle microbiologique. Donc, on va voir maintenant, je ne sais pas le temps, oui. Donc, on va voir maintenant certaines questions. Donc, on a fait la lecture du texte en essayant de savoir maintenant quel est, est-ce que l'étudiant a compris ce texte ou non. Donc, les questions sont give the title to the text. Donc, à partir de la compréhension du texte, essayez de donner un titre à ce texte. What are the observations of each scientific cited in the text? Donc, nous avons vu différents scientifiques. Et chaque scientifique a apporté une idée. Quelles sont, ou a apporté une observation, quelles sont ces observations? Donc, Semmelweis, Lister, etc. What are the aseptic techniques?
quelles sont les techniques aseptiques qu'on a vues dans ce texte. What prevent the aseptic technique? Lorsqu'on utilise les techniques aseptiques, elles préviennent de quoi? Ça veut dire elles évitent quoi? C'est ça le sens de cette question. Ici, on peut traduire quelles sont les choses que peuvent éviter les techniques aseptiques. Donc, essayez de répondre à cette question pour savoir si vous avez compris le texte ou non. Donc, c'est terminé aujourd'hui pour cette séance. Donc, pour des raisons de mauvaise connexion, je vais essayer également de vous faire le cours sous forme de vidéo et de vous les déposer dans le site Moodle pour que vous puissiez les consulter de temps à autre. Et merci pour votre attention.